Allez, mes chers collègues, l'heure étant venue, je vous invite à prendre place de manière à ce que je puisse procéder à l'appel. J'espère que vous avez tous passé de bonnes et reposantes vacances. Je pense qu'on avait tous besoin quand même. En juin, juillet, là, tout le monde était un peu quand même entre les cérémonies, le passage de la flamme, les cérémonies du débarquement, les élections à répétition. On avait tous besoin de lever un peu le pied. Allez, Alain Assement, Didier Beaujouan, Marie-Louise Besson, Hubert Vibaud, ok, Philippe Blavette, Nadia Blin, Alexandre Bouillon, Jean-Louis Boulanger, il est représenté par M. Larousserie, François Caligny de la Haye, Thierry Cambon, Julien Champin n'est pas là, Christophe Cliquet a donné pouvoir à Sophie Gauguin, Olivier Collin, Chantal Courbier, Colette Krief, Denise Davout, Amandine de Bonnet-Doléon, Didier Delprete, Anne-Marie Depeigne, Annie Dubault, Tristan Duval a donné le pouvoir à Emmanuel Porc, Bernadette Fabre, Jean-Louis Fouché, Christine Garnier a donné pouvoir à François Caligny de la Haye, Daniel Garnier a donné pouvoir à Denis Leloup, Jean-Luc Garnier a donné pouvoir à Xavier Madeleine, ce qui fait que nous n'avons aucun Garnier ce soir. Je remarque, c'est étonnant quand même. On en est là. On avait beaucoup de départs. Il nous reste peut-être à attendre la nomination dans les ministères pour savoir. Sophie Gauguin. Annie-France Gérard. Patrice Germain a donné pouvoir à Denise Davout. Isabelle Granat a donné pouvoir à Chantal Courbier. Jean-Luc Grescoviac a donné pouvoir à Pierre Mouraret. Élie François n'est pas là. Olivier Homol, Roland Journet, Valérie Kianowski, Harold Lafay a donné pouvoir à Martine Patourelle. Elle est là, Martine? Oui, elle est là. Alain Larousserie, Sandrine Le Baron, pouvoir. Didier Lecoeur, Annie Lelièvre, Francine Lelièvre, Denis Leloup, Laurent Lemarchand, Xavier Madeleine, Lionel Maillard avec conseil municipal m'a dit qu'il arriverait peut-être en retard. Serge Marie, Gérard Martin, il n'est pas là. Marie-Laure Mathieu, il n'est pas là. Denis Moisson, Yves Moreau, Jean-François Morel, pouvoir Olivier Collin. Jackie Morin, Johan Morlot a donné pouvoir à Amandine. Stéphane Moulin a donné pouvoir à Annie Lelièvre. Pierre Mouraret, Naïmi Gérard, Payola Jean-Marc, Martine Patourelle, Paturelle Brigitte, Paz Olivier présent, Sylvie Penel, je l'ai vu tout à l'heure, Alain Perronnet n'est pas là, Géry Picodot, Emmanuel Porc, Patrick Thibault, François Vanier a donné pouvoir à Alexandre Bouillon et Walter Gilles vient d'arriver. Très bien, le quorum est atteint, donc nous pouvons commencer cette séance. Comme d'habitude, je demande à Emmanuel s'il accepte d'assurer le secrétariat. Comme d'habitude, je vous rappelle que lorsque vous prenez la parole, vous
pour des facilités de transcription par la suite, vous devez rappeler votre nom et votre prénom. Alors, je dois, comme lors de chaque réunion, vous faire état des décisions que j'ai été amené à prendre. Donc, le 13 juin 2024, l'avenant numéro 7 du marché global sur le marché global de performance pour la conception, la construction et l'exploitation du centre aqualudique, avec notamment la modification du parvis, le local plongé, la performance énergétique avec la mise à jour. Vous savez que une fois qu'on a eu déterminé exactement les espaces, on avait changé les profondeurs, il a fallu refaire ce qu'on appelle une simulation thermique pour voir quelles allaient être les dépenses, puisque c'est à partir de ça que l'engagement est pris. Puis, on a un contrat sur performance, c'est-à-dire que si demain le centre s'avérait infiniment plus coûteux à faire fonctionner que ce qui était prévu, c'est le groupement qui devrait nous indemniser, puisqu'il n'aurait pas construit avec les performances qui a été retenues. Or, entre le premier appel d'offres et le projet final, il y a eu une évolution, il y a des bassins qui ont changé, on avait un seul grand jacuzzi, on en a mis 2 sur la terrasse, vous voyez, il y a eu des changements comme ça, et donc ça nécessitait qu'il y ait un nouveau calcul qui soit fait et qui s'impose à tout, qui soit signé par l'ensemble des partenaires. C'était notamment l'objet de cet avenant. Il y avait également balisage en toiture, parce qu'il y a nécessité de mettre un garde-fou à certains endroits. Seconde décision, c'est un marché qui concerne la rénovation de l'ouvrage de régulation de la divette. Ensuite, une décision qui concerne un marché avec l'entreprise Fun Concept Nausicaa, et qui concernait l'école de voile, l'achat de catamarans. Un marché qui concède une demande d'aide pour la gestion de l'aire permanente d'accueil, une subvention d'investissement pour l'acquisition des catamarans précités, une décision pour une régie de recettes de l'école de voile, une décision qui concerne des prestations d'activités nautiques pour des enfants de 12 à 15 ans, donc qui viennent en séjour thématique à Oulgat avec notre pôle pour la question de l'école de voile, et qui fixait la séance à 28 €. Une décision avec la société Isor qui assurait les prestations de nettoyage de nos locaux, l'ensemble de nos locaux, écoles de voile y compris, et pour lesquels on avait eu un certain nombre de mécontentements. On avait dressé une liste exhaustive, on avait établi des pénalités, on a eu une rencontre de conciliation avec eux, au cours de laquelle ils ont fait valoir notamment un certain nombre de réponses qui avaient été, donc Lionel Maillard est arrivé, un certain nombre de réponses qu'ils avaient apportées, ou nous, de pénalités qu'on avait appliquées à tort, à la suite de quoi donc on a trouvé un accord qui a fait l'objet d'une convention. La mission locale, le renouvellement de la convention, étant entendu que j'ai demandé à ce qu'ils puissent venir à un moment donné, à minima en réunion de bureau, pour présenter de manière plus pointue, presque commune par commune ou secteur de commune par secteur de commune, les résultats obtenus, le nombre de... Voilà, parce que aujourd'hui, où j'allais dire, il y a un peu plus d'emplois, il faut qu'on comprenne quelle est la situation, le pourquoi de ces jeunes qui restent à la porte de l'emploi. Voilà, c'est à peu près... Alors ça, c'est... Et ensuite, donc, mais on en avait parlé, une convention avec Dozulé pour l'accueil des vétérans. Ça avait été acté par le dernier conseil communautaire, donc le fait qu'on préparait un certain nombre de repas pour l'accueil des vétérans et des familles des vétérans. Et voilà, c'est à peu près tout. Je pense que ça s'est très bien passé. Le premier point à l'ordre du jour, c'est la révision de la composition des commissions thématiques. Nous avions indiqué à plusieurs reprises, notamment en réunion de bureau, et on a déjà évoqué cette question en conseil communautaire, le fait qu'il restait 18 mois. Il y a eu plusieurs refontes, notamment dans les attributions de Kelly
et une réorganisation des commissions. Et donc, on les avait. Il y a une nouvelle commission qui a été créée, puisque sur les questions d'intelligence artificielle, performance des collectivités. Et donc, on avait indiqué qu'à cette occasion, il y avait une possibilité donc de réviser les différentes commissions. Et donc, alors je ne sais pas où j'ai ça. Oui, c'est vrai. On va commencer. Alors effectivement, avant d'aborder ce point, on a le dernier compte-rendu qui reste à approuver, puisqu'il n'a pas fait l'objet de remarques de votre part. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce compte-rendu? Oui, Alexandre. Remarque toute sympathique. Juste dire la qualité de la reprise des textes qu'on peut avoir. Dans les échanges vocaux qu'on a eus au départ, c'était peut-être un petit peu chaotique. Ouais, chaotique. Et si on regarde là dans le détail, c'est extrêmement bien repris. C'est parfois annoté avec le nom de l'interlocuteur qui a dû être repris à la main. Donc il y a beaucoup de travail et c'est de grande qualité. Merci de le signaler pour à la fois les professionnels et notre équipe qui derrière, bien entendu, rajoute un petit peu. Pas d'autres remarques? Donc je le soumets à votre approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Alors, donc nous avons à modifier donc quelques commissions. Donc seules les commissions qui font l'objet d'entrée et de sortie sont concernées. La nouvelle, on ne parle pas des autres, donc la nouvelle commission intelligence territoriale innovation présidée par Tristan Duval est bien entendu intégrée à cette liste, et intégration à la liste de M. Hubert Vibaud, qui est concerné au premier chef pour la commission GEMAPI. Pour dire la réalité, M. Vibaud participe depuis le début, mais il n'a pas manqué une commission, mais il n'était pas inscrit dans la liste. Donc c'est plutôt le rattrapage d'une erreur. Voilà, exactement. Alors, toutes celles-là, il y a eu des modifications, toutes celles qui sont inscrites. Alors, vous avez reçu les listes? Oui. C'est peut-être pas la peine que je lise. Pardon? Oui. Oui. Et M. Vibaud, il apparaît ou pas? Non, toujours pas. Alors le 31, c'est M. Vibaud, je le précise, voilà. Parce que M. Vauvarin a beau être une personne de grande qualité comme adjoint à Criqueville, et il ne vaut pas deux à lui tout seul. Donc il y a une erreur, effectivement, et c'est celle que je signalais, à savoir que ce n'était pas M. Vauvarin le 31, c'était M. Vibaud. Donc vous avez reçu les listes. Donc la première, c'est l'aménagement du territoire mobilité. Ensuite, vous avez présidé par Olivier Collin 2 commissions, le petit cycle de l'eau et GEMAPI, dont nous venons de parler. Et ensuite, nous avons présidé par Denise Davout 3 commissions, en remplacement de ce qu'elle avait précédemment, avec chacun a pu choisir celles dans lesquelles il souhaitait aller. Et nous avons donc la nouvelle commission intelligence territoriale et innovation qui a tenu sa première réunion la semaine dernière, et vous avez les 11 personnes qui y participent. Voilà. Donc je vous demande d'approuver, puisque vous savez que la composition des commissions fait l'objet d'une adoption en conseil communautaire. Je vous demande d'approuver, de manière à ce qu'elles puissent maintenant suivre leur chemin jusqu'à la fin du mandat, d'approuver ces commissions. Oui, Annie? Oui, c'est bon. Je voulais juste savoir si pour les SMBD, j'y vais tout le temps et je suis que suppléante. Alors à une réunion, on m'a dit de passer titulaire. Voilà. Alors donc est-ce que ça se fait comme ça? C'est pas aujourd'hui. Je pense que c'est des désignations par le conseil communautaire. Donc
il faudrait revenir devant le conseil communautaire. Il faudrait qu'on sache quel est le titulaire qui n'y va jamais, pour qu'à un moment, effectivement, je trouve que si un titulaire n'y va jamais et qu'un suppléant est à chaque réunion, il est plus sage de mettre le suppléant comme titulaire et le titulaire comme suppléant. Oui. C'est pas le fait que je n'y aille jamais, c'est le fait que je suis en veille GEMAPI. C'est-à-dire je suis en veille PI et que quand le SMBD parle de la PI, j'arrive. D'accord. Mais sur la GEMA, c'est normalement Patrice Germain qui s'en occupe. Oui, alors mais je souhaite, pour pouvoir arriver quand j'en ai envie, d'avoir cette possibilité de titulaire. Donc je ne veux surtout pas bouger et je comprends tout à fait qu'ils aient envie de me mettre suppléant. Je n'avais aucune. De toute façon, je sais pas on a combien de titulaires, combien de suppléants au SMBD? On a plusieurs, 5-6 je crois, il me semble, non? Est-ce qu'un archéologue derrière peut faire cette recherche? Bon, eh ben, écoutez, on va revenir dessus. Bon, si c'est pas possible, c'est pas grave. Hein, faut pas... Annie, on a pris bonne note, on va regarder et on va faire le point. Ok. Donc, je vous propose d'approuver cette liste. Est-ce qu'il y a des objections, des votes contre, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Alors, le point suivant concerne le plan que nous signons avec la région et donc l'élaboration de la maquette financière. Nous avons eu en mai une réunion en mai 2023 déjà avec Guy Lefranc et nous en avons eu une autre, c'était juste avant en juin 2024, nous avons eu une nouvelle réunion avec les communes qui avaient déposé des projets pour le contrat avec la région. À cette occasion, donc, Guy Lefranc a rappelé quels étaient les objectifs que poursuivait la région dans cet accompagnement des collectivités. Et au terme de cette séance, et je veux dire, avec des décisions qui relèvent de la région et non pas de la communauté de communes, 14 projets ont été retenus, donc pour une somme prévisionnelle de financement de 3 421 129 euros. Donc 3 421 129 qui correspondent, qui ont en face d'eux un total de dépenses de 37 639 038, c'est-à-dire qu'en moyenne, il y a à peu près 10% du financement pour ces travaux, alors qu'ils sont très divers. Il y a vraiment, c'était visiblement assez hétéroclite. Donc, à peu près 10% qui sont versés par la région. Il y a une différence avec le contrat du département. Le contrat du département est en enveloppe fermée, c'est-à-dire qu'en réalité, l'enveloppe dépend d'un calcul qui prend l'âge du capitaine, le nombre de personnes, le nombre de jeunes, le nombre de personnes âgées, beaucoup d'éléments qui viennent pondérer la population de départ, et après ça, on a une enveloppe globale. Avec la région, c'est un peu différent, parce qu'il y a des clauses de revoyure, et donc de nouveaux projets qui correspondent à l'intérêt régional peuvent être amenés à un moment donné et venir compléter le dossier. Voilà, donc je le redis encore, pour la réalisation du contrat, parce que c'est par phase, donc la signature qu'on va avoir et que vous allez m'autoriser à poser, ça signifie qu'on acte les engagements, mais il y a encore, il faudra que la région ait tous les éléments, vous l'imaginez bien, d'appel d'offres, tout ce qui peut être exigé pour que la subvention soit effective. Voilà, donc la délibération présentée ce jour a pour objet de m'autoriser à signer le contrat de territoire et les membres du conseil communautaire doivent préalablement approuver la maquette financière, c'est-à-dire vous devez indiquer que vous avez et on ne va pas détailler les projets parce que je vous dis ils sont nombreux et variés, mais que vous avez connaissance donc de cette enveloppe globale de projets de 37 millions d'euros et du fait que la région envisage d'apporter 3 421 000 de financement sur l'ensemble de ces 14 dossiers. Sophie, tu veux dire un mot ? Oui, Président. Alors d'abord,
je dirais un mot après, si tu veux bien, mais compte tenu du fait que je sois vice-présidente de la région et à la fois maire de Dozulé, je ne prendrai pas part au vote à cette délibération que je soutiens évidemment de tout cœur. Mais aujourd'hui, il est raisonnable de ne jamais prendre part au vote aux délibérations qui concernent les collectivités financeurs et les collectivités bénéficiaires auxquelles on appartient. Voilà, merci. Je vous propose donc d'adopter la maquette financière telle qu'elle nous est proposée. On ne va pas refuser en ces périodes d'argent public rares et mon ami Serge Marie me disant qu'il faut en user avec parcimonie. Donc, je vous propose d'approuver la maquette financière. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Vas-y, Sophie. Merci Président. D'abord, je voudrais remercier les services qui font un travail collaboratif remarquable avec la collectivité régionale. J'ai eu aussi beaucoup de plaisir à travailler avec les maires sur chacun des dossiers parce que c'est la première mouture. Il y a déjà eu des contrats de région qui ont permis à l'échelle de la région Normandie d'investir plus de 580 millions d'euros dans les territoires en Normandie. On a été bien gâtés avec des beaux projets hyper structurant sur le premier contrat territoire. Là, c'est la deuxième version qui va permettre de maintenir un niveau équivalent d'investissement dans les territoires et qu'avec l'ingénierie et l'accompagnement, on arrive petit à petit à ce que chacune et chacun d'entre vous, de Houlgat à Goustranville, de Beuvron-en-Auge à d'autres territoires, en discutant avec Varaville, en vous accompagnant sur les critères, parce que c'est quand même assez ardu, eh bien, on puisse aboutir à ce que les projets s'ouvrent à des communes de tailles différentes. Et ça, c'est très enthousiasmant. Donc, merci pour tout ce travail collaboratif. Vous dire que c'est pas fini. Quand on a eu la réunion avec Guy Lefranc, parfois il y a des critères un peu bloquants, des critères qui ne peuvent pas être tenus. Et pour ça, il y a d'autres canaux qu'il faut étudier en lien avec le conseil départemental. Donc, si une ferme se porte sur le contrat de territoire, c'est pas pour ça qu'elle ne peut pas se réouvrir sur autre chose. Et qu'on aura 2 clauses de revoyure sur des financements, je vois Xavier. C'est-à-dire que si des projets n'étaient pas matures, comme on sait très bien les uns les autres que nos besoins et les besoins de nos habitants sont évolutifs, eh bien de laisser des opportunités nouvelles ou des évolutions de dossiers se faire 2 fois dans le contrat de territoire sur les 5 prochaines années. Donc il ne faudra pas hésiter à venir me voir et à en parler en fonction des évolutions possibles. Évidemment, comme le disait le Président, on n'est quand même pas dans des années folles et que malheureusement, on sent bien que ça va être assez compliqué. Donc il y a une règle simple qui est que le rapide bat le lent. Donc plus vite vous arriverez avec des projets matures, plus on pourra se positionner. Oui, elle est pas mal. Hein. C'est très normand. C'est depuis que je suis intronisée dans l'ordre de la confrérie du Trou normand, je réfléchis beaucoup plus vite. Et donc, non, pas. C'est avec Serge Marie, franchement, pardon. Et donc, ça sera intéressant, ce sera de pouvoir revoir les capacités d'investissement 2 fois dans l'année. Et surtout, pour les communes qui bénéficieront du contrat, effectivement, ça ne s'arrête pas là au niveau administratif. Hein, on va délibérer en commission permanente. Il faudra bien ensuite remplir les dossiers sur les plateformes concernant vos projets. Voilà, je le redis parce que parfois ça peut être une étape qu'on oublie. C'est dommage. Donc merci pour votre confiance. C'était un très beau travail d'équipe ainsi que les services d'NCPA. Voilà. Merci Sophie. Donc, on a approuvé là ou pas? Oui, ça y est. On passe au point suivant, on passe aux finances. Et donc, alors, avant les finances, je voulais revenir. Alors, je vais vous dire qui sont les titulaires et s'il y a parmi les titulaires quelqu'un qui n'y va pas ou qui y va moins. Donc, Olivier, donc, en tant que président de la commission, bien entendu, vice-président, je souhaite qu'il reste en tant que titulaire. Autrement, les autres titulaires, c'est Marie-Louise Besson,
Martin Gérard, Patrice Germain, François Vanier et Brigitte Paturel. Donc, si jamais il y en a un qui ne peut pas, pour des tas de raisons, aller régulièrement en tant que titulaire, qui laisse sa place à Annie, qui, elle, y va à chaque fois. Voilà, mais de manière à... Non ? Non, je suis revenu au SMBD, là. Je suis passé rapidement, je te l'accorde. J'ai fait une petite digression. Voilà, donc j'ai dit, vous voyez ce qu'il en est. On passe maintenant aux finances. Voilà. Et je donne la parole à Olivier Homolle pour 3 délibérations qui concernent les finances. Bien, bonsoir. Olivier Homolle, donc pour le compte-rendu. 3 délibérations. La première, il s'agit de vous proposer une décision modificative pour le centre aqualudique, le budget annexe du centre aqualudique. Je vous rassure tout de suite, il ne s'agit pas de dépenses budgétaires avec des dépassements non autorisés ou quoi que ce soit ou autre ou qui dérapent. Il s'agit en fait puisque finalement vous voyez que dans le tableau qui vous est proposé, en dépenses d'abord il y a bien 0 au final et en recettes 0, et c'est des équilibrages entre chapitres. Cela dit, c'est vrai qu'il y a donc 4 raisons qui vous sont données. On n'a pas pu effectivement prévoir budgétairement les avenants 7 et 8 qui ont été signés en mai et en juillet, puisque effectivement en mars on ne les connaissait pas, donc ça représente un total de 49 000 euros. Les révisions de prix pour les avenants au total, qui représentent de l'ordre de un petit peu plus de 20 000 euros, n'ont pas été prises en compte dans effectivement le budget tel qu'il avait été fait au début de l'année. Je vous demanderai d'ailleurs à ce propos-là que dans le projet de délibération, on enlève le soit 21 709 euros qui apparaît, parce qu'il est trop précis, parce que le chiffre est à peu près celui-là, mais pas rigoureusement. On a des questions de report entre le chapitre 20 et le chapitre 23, parce que l'orthodoxie financière demandée par la DGFiP nous impose effectivement que certains montants qu'on avait prévus au chapitre 20 doivent être mis au chapitre 23. Et enfin, il y avait un tout petit quelque chose sur les travaux de raccordement, dans lequel, entre le chapitre 21 et le 23, on avait aussi une petite question. Au total, donc, on a à mettre sur le chapitre 23 139 000 euros, comme vous le voyez, hein, et sur le chapitre 21 2 730 euros. Mais je rappelle que par exemple les avenants, ils ont bien été votés, hein, donc on les a votés, mais ils n'étaient pas connus budgétairement au début de l'année. Comme on a en revanche dans les chapitres 041 et 16, et notamment donc pour tout ce qui est des écritures d'ordre qui sont à prévoir et qu'on a mis pour ensuite en fin d'exercice pouvoir tout basculer ce jour-là, eh bien, ils ont été en revanche assez généreusement surévalués, et donc on reprend cela sur le chapitre 041, respectivement au 23-13 ou au 21-31 avec 85 et 14 000 euros, ou au 16 avec 42 750 euros, et ce qui fait donc 0. Et comme on touche au 0,41 et au 16, on est obligé, bien sûr, en recette, de faire la même gymnastique dans l'autre sens, mais en aboutissant également à 0. Donc voilà, donc pas de dépassement, bien sûr, mais un rééquilibrage entre les différents chapitres, hein, cette décision modificative, et elle est notamment nécessaire parce que là on arrive on a la toute dernière situation du titulaire du marché global de performance qui doit être payé, et pour laquelle, eh bien, effectivement, on a besoin de cette décision modificative. Voilà donc ce que je vous demande. Petit détail aussi, dans la délibération, il y a une toute petite erreur, c'est vu l'avis favorable de la commission finance, évaluation des performances publiques, du 4 septembre et non pas du 3 juin. C'est une erreur de frappe. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions, pas de remarques. Je soumets donc à votre approbation. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Je vous remercie. Deuxième petite délibération,
pour une décision modificative sur le budget annexe assainissement, pour laquelle donc on doit, nous, en l'occurrence, on a une redevance que nous devons payer à l'agence de l'eau pour la modernisation des réseaux. Cette redevance qui était de 18 000, je ne sais plus combien, 18 628 en 2023, enfin, c'est-à-dire au titre 2022, mais en 2023, eh bien, cette année, on avait mis 20 000 euros, et puis finalement, ça dépasse très légèrement, c'est 20 700 et quelques, et donc on passe à, on demande de rajouter 800 euros sur le chapitre correspondant, qu'on reprend en l'occurrence sur le 011, où on a un petit peu de marge a priori. Donc voilà, rien de bien significatif. Je précise aussi à ce propos-là que c'est la dernière année de toute façon qu'il y a ça, puisque cette redevance est payée en fait par nos prestataires, par nos délégataires, et qu'il restait, en l'occurrence c'était pour Dozulé, jusqu'au 1er juillet 2023, où c'était donc nous qui devions payer et qui étions en direct. Et depuis, il y a l'Assor, donc ça n'est plus nous, et donc l'année prochaine, il y aura ce point-là disparaît complètement. Est-ce que vous avez des questions? C'est clair, ça prouve simplement qu'il faut prévoir un tout petit peu large en budget pour éviter d'avoir à y revenir. Donc, c'est toujours dommage. Bah oui, mais ouais. On ne peut pas toujours être... Allez, je soumets à votre approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Alors la troisième délibération, c'est celle qui est relative au FPIC, au fonds de péréquation entre les intercos. Vous savez que c'est une règle qui existe depuis la création des intercos, dans lesquelles il y a un fonds global, qui d'ailleurs est toujours le même depuis un certain nombre d'années, et l'État chaque année dit comment il le répartit entre les intercos qui sont les plus favorisés et celles qui sont les moins favorisées. Les plus favorisés devant donc verser une contribution qui est reversée aux autres intercos moins favorisés. Il se trouve que nous faisons partie des intercos plutôt favorisés, puisque le calcul se fait sur la base alors des habitants, mais surtout du potentiel fiscal de la population et de notre territoire. Du coup, nous sommes effectivement redevables, et à ce titre-là, nous sommes contributaires, et cette année, la contribution, elle est un peu supérieure à celle qu'elle était l'année dernière, c'est-à-dire que cette année, elle nous a été donnée avec 316 000 euros, alors qu'elle était l'année précédente de 238 000. Bon. Cela dit, je voudrais relativiser, parce qu'on peut dire que ça fait une augmentation relativement importante, mais ça veut simplement dire qu'effectivement, notre potentiel fiscal, et notamment du fait de l'ensemble des recettes fiscales du territoire, sont plutôt positives, et ont progressé cette année par rapport à d'autres régions moins favorisées. Du coup, je voudrais quand même relativiser ce chiffre, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au moment de la création de NCPA, il y avait donc 4 communautés de communes qui étaient réunies, et que dans ces communautés de communes, il y en avait 2 qui étaient fortement contributrices, toujours avec ces mêmes règles auparavant, en l'occurrence la CCED et Cavalor, et une qui était ni contributrice ni débitrice, en l'occurrence Gopadoz, en même temps que Cambremer. Et puis par ailleurs, il y avait les quelques communes d'Entrebois et Marais, donc, qui ont été réparties sur différentes intercos, qui, elles, bénéficiaient au contraire d'un versement et touchaient une subvention. Je rappelle que dans le pacte fiscal tel qu'il a été prévu à l'époque, comme il y avait effectivement du coup un montant nettement moins important, puisqu'au moment de la fusion en 2017, le potentiel fiscal, ce que payaient toutes nos communes avant, était un peu supérieur à 800 000 euros, et on a eu à payer 250 000 euros. Donc il y avait effectivement quand même une économie très substantielle, et donc il a été décidé dans le pacte financier et fiscal entre nous, il a été décidé d'utiliser une voie que laisse ouverte le législateur, qui est en l'occurrence de faire une répartition dérogatoire, libre, approuvée par tout le monde. Et c'est ce qui a été fait.
Et cette répartition prévoyait que la CCED, les communes de la CCED et les communes de Cabalore, eh bien, payaient effectivement et se répartissaient l'ensemble, avec quand même, je précise, un bout pour NCPA lui-même. Et puis, par ailleurs, que les ex-communes de Copadoz, de Cambremer, n'étaient donc ni contributrices ni débitrices, et donc ne participaient pas à ça, et que pour les quelques communes de Bois et Marais qui touchaient quelque chose, eh bien, on a gravé dans le marbre cela au titre des attributions de compensation, et donc ils le perçoivent depuis l'origine. Alors, ce montant, donc, il fluctue un petit peu, hein, puisque de 813 ou 816, je ne me souviens plus, 813 000 en 2016, si on faisait l'addition de tout le monde, eh bien, on est passé à 250 vraiment, et maintenant, on est un peu au-dessus, on est à 316. Cela dit, cela reste quand même donc très important. Et donc, ce qu'il vous est proposé, c'est de confirmer cette répartition dérogatoire libre avec les mêmes pourcentages entre les communes, c'est-à-dire uniquement les communes de l'ex-CCED et de l'ex-Cabalore, avec les pourcentages tels qu'ils avaient été déterminés au début, en fonction de ce qu'ils payaient, en disant tout le monde bénéficie des choses, et en revanche, Copadoz et les ex-communes de Copadoz et les ex-communes de Cambremer, zéro, et Bois et Marais, de toute façon, ont leur contribution qu'ils touchaient, non plutôt le revenu qu'ils touchaient de cela, était effectivement dans les AC. Donc vous avez du coup le nouveau tableau tel qu'il apparaît, hein, et qui vous permet de voir effectivement ce que ça représente pour chacune des communes, hein, sachant que si on ne votait pas pour la répartition dérogatoire libre, eh bien à ce moment-là, il y a deux autres options, qui est la répartition de droit commun, ou qui est une répartition à 30% avec un système un petit peu complexe. Mais je pense que dans le cadre du pacte fiscal tel qu'on l'a vu, c'est essentiel de rester sur ce principe-là, qui était un principe de solidarité dans lequel tout le monde était gagnant au démarrage, et même si ça fluctue un petit peu en fonction des années, je crois que c'est quand même toujours quelque chose qui est très valable pour tout le monde, et qu'il faut entériner et maintenir ce mode de fonctionnement. Je précise un petit détail pour ceux qui le souhaiteraient, c'est que, en principe, une fois qu'on a voté un accord dérogatoire libre, depuis 2024, on n'est pas obligé de passer par le Conseil. C'est-à-dire qu'on peut considérer que, tant qu'on ne le remet pas en cause, il est valable d'une année sur l'autre avec cette même chose. Mais on a pensé que, comme c'est la première année où on n'aurait pas besoin de passer devant vous, et que d'un autre côté, le montant est en augmentation, hein, cette année, eh bien, il était quand même préférable de vous donner toute la transparence et de vous reposer la question pour être sûr que tout le monde entérine bien cette façon de voir les choses et ce pilier, je ne sais plus comment on l'appelait, oui, c'est le troisième pilier du pacte financier et fiscal, qui était quelque chose de très important en 2017 quand il a été créé, et qu'il est indispensable, je pense, moi personnellement, de maintenir et d'entériner de nouveau, mais on a préféré vous le soumettre avec toute la transparence nécessaire. Pour la transparence, d'ailleurs, je signale qu'on vous a donné aussi dans les pièces jointes, on vous a donné toutes les fiches d'information du FPIC telles qu'on les reçoit de l'État, qui nous les donne, et qui permet de voir finalement, effectivement, le potentiel fiscal de chacune des communes, ce qui simplement, histoire que vous ayez bien toutes les données, la question. Mais donc, ce que je vous propose, c'est que simplement, on vote donc ce tableau tel qu'il est proposé ici, hein, en l'occurrence, vous avez ici toutes les communes, et vous voyez que seules les communes de l'ex-CCED et de l'ex-Cabalore donc ont un montant effectivement qui est un petit peu supérieur à celui de l'année précédente, et les autres sont effectivement à zéro. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup, Olivier, pour cet exposé très, très complet. Alors effectivement, on aurait pu se passer d'aller devant le conseil communautaire. Je pense qu'on aime se faire peur, parce que je vous signale qu'on a fait le choix de le présenter au conseil communautaire, mais il suffit qu'il y en ait un
qui s'abstiennent ou qui votent contre pour qu'on soit obligé de le passer dans toutes les communes après, hein, qu'il y ait une délibération de toutes les communes avec les majorités requises. Voilà. Donc je dis ça pour ceux qui aiment créer, pas Xavier, enfin des gens un peu. Alors peut-être un autre élément complémentaire aussi, c'est qu'on a bien un avis favorable à l'unanimité de la commission finances du 4 septembre dernier. Voilà, parce que je rappelle quand même que c'est le principe. Enfin, avec qui on en a parlé en détail. On a rarement l'occasion dans ce type d'opération d'avoir des opérations gagnant. En réalité, nous, c'est l'opération tout le monde est gagnant. Ceux qui payaient avant payaient beaucoup et ont payé moitié, presque, enfin 2/3 en moins. Oui. Les deux tiers en moins. Ceux qui ne payaient pas continuent à ne pas payer, alors que normalement, s'ils étaient dans la répartition de droit commun, ils devraient payer. Ils devraient payer alors que de part, à la fois, chaque commune devrait payer, puisqu'en réalité, chaque fois qu'une interco est contributrice, toutes les communes doivent contribuer. Et ceux qui percevaient continuent à percevoir. Donc, on est arrivé à quelque chose d'assez vertueux et qui fait partie de notre pacte fiscal. Et donc, je ne peux que vous encourager à l'adopter à l'unanimité. Pas de questions, pas de remarques. Qui est pour? Ah ben oui, je le fais un peu à l'inverse. Bon. Là, pour... Ok, bon, ça va. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci infiniment. L'an prochain, on ne passera peut-être pas. Merci. Ah ben là, on a fait l'explication vraiment détaillée. Ah ben oui, non, avec mais... ça, voilà, vous noterez la transparence. Très bien, nous passons aux affaires culturelles avec, pour commencer, les orchestres à l'école et ensuite l'accompagnement financier des projets de coopération et les modalités d'application de la tarification de l'école de musique communautaire. Je donne la parole à Kelly Davout. Merci, Président. Alors, effectivement, dans le cadre des orchestres à l'école, donc, comme vous le savez, donc, il est évident que nous favorisons l'accessibilité culturelle pour l'ensemble des communes et des écoles. Et l'offre de sensibilisation musicale déployée par la communauté de communes prend deux formes, comme vous le savez. Nous avons les orchestres à l'école. Nous avons aussi les interventions musicales de la DUMIST. Je ne vous demanderai pas de me définir DUMIST, ce que ça veut dire, parce que je suis sûre que tout le monde se souvient. Et les ateliers de djembé. Le dispositif aussi actuel des orchestres à l'école, qui est déployé sur les 5 communes, c'est-à-dire Dives-sur-Mer, où il y a 4 orchestres, Hérouvillette, où il y a 2 orchestres, Houlgat, il y a 2 orchestres aussi, Merville, Franceville, 2 orchestres, et Amfreville aussi, 2 orchestres. Juste pour vous rappeler, entre-temps, les interventions de la DUMIST qui sont très fructueuses et ont beaucoup de succès, notamment sur les écoles élémentaires et maternelles. Donc les prestations sont le chant, la danse, l'opéra. Peut-être que certains d'entre vous sont allés à certains spectacles de fin d'année ou entre-temps. Donc les lieux concernés, bien sûr, c'est Bavans, Merville, Cabourg, Petiteville, Escoville, Dosulé. Est-ce que si vous vous souvenez, donc la DUMIST, en fait, était en palliatif par rapport aux orchestres à l'école, de façon que chaque école puisse avoir accès soit à l'enseignement ou l'initiation aux instruments ou autres. Donc le nombre de classes concernant sur la DUMIST sont 42 classes, avec nombre d'enseignants intervenants, il y en a 1, et ça représente 16h30. Les orchestres à l'école, donc ce sont les classes de CM1 et CM2, Dives-sur-Mer, Houlgat, Hérouvillette, Merville, Amfreville, 12 classes concernées, 11 enseignants intervenants avec une prestation de 80 heures. La classe Ulysse, donc je rappelle, la classe Ulysse, c'est la découverte du monde sonore, c'est une unité localisée d'inclusion scolarisée à Dives-sur-Mer notamment, donc il y a une classe concernée avec un intervenant et 1 heure, et les ateliers djembé à Ranville, Cabourg, où il y a 6 classes concernées et un enseignant, 2h30, ce qui représente en totalité donc 61 classes concernées avec 100 heures d'enseignement.
Comme vous pouvez le voir, donc, les prestations se sont élargies. Et par conséquent, donc, on aurait pu avoir une augmentation de participation de la commune, mais la modalité de mise en œuvre de ces dispositifs qui feront l'objet d'une convention tripartite entre les communes bénéficiaires, l'éducation nationale et la communauté de communes, les conventions étant arrivées à échéance. Donc il convient de la mise en œuvre de ce dispositif pour l'année 2024-2025 de les renouveler, et ainsi que la délibération fixant le montant de la participation des communes de 4 500 € par an par orchestre. Donc, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas d'augmentation. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Je nous félicite de manière globale de cette politique qui est une des plus ambitieuses en région Normandie. On est, je crois, dans les comités de communes. D'ailleurs, toutes les écoles de musique autour de nous citent un peu en exemple. Et vraiment, c'est une très très belle opération. Vraiment, à l'école de musique, ils nous disent qu'ils commencent à avoir de plus en plus d'élèves qui, étant passés à l'orchestre à l'école, veulent continuer un instrument. Et d'ailleurs, ils réfléchissent, on avait vu ça lors des entretiens, sur une formule intermédiaire, peut-être pas pour rentrer à l'école tout de suite, mais avoir une petite formation en sortie d'école. Voilà, il y a des réflexions en cours. Ok, donc il n'y a pas d'augmentation. Je suppose que tout le monde est d'accord, pas d'objection, pas de vote contre. Merci infiniment. Et on passe au second point, accompagnement financier des projets de coopération culturelle. Effectivement, donc nous sommes sur notre deuxième volet d'attribution des projets de coopération culturelle. Et donc le premier budget consacré à ce dispositif est de 30 000 €. Donc nous n'avions pas épuisé les fonds sur la première attribution. Par conséquent, donc cette deuxième campagne a été fructueuse pour attribuer les 9 975 restants. 4 dossiers de candidature ont été déposés. Et donc ces dossiers, comme vous le savez, font l'objet d'une instruction technique interne et ensuite d'une instruction au comité de sélection et d'un avis de la commission développement culturel qui a eu lieu le 5 septembre. Et donc la commission développement culturel a donné un avis favorable pour 3 projets. Notamment les femmes s'exposent. Donc le point de départ étant à Oulgat, tout en sachant que cette exposition, les femmes s'exportent sur Dozulé, donc ce qui est plutôt une belle initiative, puisque c'est cette fois-ci la terre et la mer qui se complètent par une activité culturelle, et le montant attribué est de 6 975 €. Sur les planches de Bavans, c'est le deuxième projet que M. Garnier avait sollicité depuis 2 ans. Et donc, c'est lors du Festival des planches de Bavans. Donc, le Festival des planches de Bavans, ce sont 6 troupes de théâtre, donc 6 communes qui sont représentées. Donc, il y a Dozulé, Oulgat, je ne sais plus s'il y a Dives, Bavans, Hérouvillette aussi, et Cabourg. Et donc, le montant attribué est de 2 000 €. Et puis, le troisième projet est le fait d'art scénique à Cabourg, pour la thématique « Ceci n'est pas un fait d'eau ». Donc, le montant attribué est de 1 000 €. Donc, nous avons bien les 9 975 € requis. Et je profite de ce moment aussi pour remercier la commission culturelle ainsi que le comité de sélection qui est très équilibré dans la répartition au niveau du territoire. Et ce sont des débats constructifs avec une vraie volonté d'aller dans les zones rurales. Donc, bien entendu, une chose importante à signaler, donc les critères du règlement d'attribution pour 2025 pourront être revus pour les futures campagnes, de façon à ce qu'il y ait une équité territoriale, de façon que ce ne soit pas toujours Cabourg, ou toujours Dives, ou toujours Dozulé, ou autre.
Non, mais c'est juste parce que souvent les petites communes ne présentent pas de projet parce qu'elles n'ont pas le temps, parce qu'elles n'ont pas les équipes nécessaires. Donc je vous rappelle simplement que vous pouvez contacter Roxane Berger qui porte très très bien ces projets et qui peut vous accompagner dans vos démarches pour préparer vos projets dans le cadre des subventions ou dans le cadre aussi de trouver des artistes. Donc n'hésitez pas à la contacter, elle est formidable. Donc voilà, sachant que nous aurons une prochaine campagne en janvier 2025. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui, Didier. Je remercie Denise Davout d'avoir envisagé la modification des critères d'attribution justement pour les petites communes. Parce que je me suis posé la question de ce critère d'intercommunalité, c'est-à-dire deux partenaires qui doivent gérer et porter ensemble un projet. Pour nous, petites communes, c'est parfois relativement difficile. Et j'en profite pour remercier Olivier qui m'a prêté déjà depuis 3 concerts que nous avons organisés dans l'église de Criqueville, les praticables. À ce titre-là, on aurait pu monter un petit dossier de participation qui nous aurait permis d'avoir une petite subvention. Le problème, c'est que les petits concerts dans nos petites églises finissent par réunir pas mal de personnes, ce qui a été le cas pour moi, mais ça ne coûte pas énormément, ce n'est pas une grosse dépense. C'est surtout la rémunération des artistes qui se fait au chapeau. Et cette notion de chapeau, à mon avis, ne peut pas, si on veut maintenir dans le temps ces concerts, cette rémunération au chapeau va finir par avoir ses limites. Alors, j'ose espérer que l'année prochaine, on puisse avoir un critère d'attribution plus vertical qu'horizontal. C'est-à-dire que celui que vous avez aujourd'hui est, à mon avis, relativement horizontal, c'est-à-dire deux participants. Et ce qu'il faudrait, c'est peut-être que la communauté de communes finance directement une commune qui organise un concert sans avoir besoin d'un intervenant extérieur qui vienne là en soutien. J'admets toujours le soutien de Merville pour les praticables pour les prochaines, hein, c'est pas ça, mais ça serait plus simple d'avoir un critère vertical, si j'ose dire. Voilà, je vous remercie. Je vais répondre. Effectivement, vous avez raison, mais il faut savoir que c'est la première année, c'est une phase d'essai, et que quand on est en phase d'essai, il y a toujours des évolutions possibles, et on entend bien les remarques. Pas d'autres questions, pas d'autres remarques. Donc je soumets à votre approbation cette seconde liste d'appui pour des manifestations culturelles. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Et nous passons aux modalités d'application de la tarification pour l'école de musique communautaire. Merci Olivier. Kelly? Oui. Comme vous le savez, donc, la communauté de communes mène une politique volontariste d'accès à la culture pour le plus grand nombre avec une tarification accessible, calculée à partir des ressources des familles qui n'a pas subi d'augmentation depuis 2020. Donc la tarification des cours collectifs a été baissée en 2022 afin de favoriser la pratique musicale en orchestre pour tout à chacun. Les tarifs annuels des pratiques individuelles et collectives de l'école de musique communautaire restent donc inchangés. Néanmoins, il convient de préciser ces modalités d'application de ces tarifs. Donc, il vous est donc proposé d'approuver les modalités d'inscription, notamment la périodicité du mode de recouvrement des frais d'inscription. C'est-à-dire qu'actuellement, le paiement se fait au trimestre. Le tarif des cours individuels est calculé en fonction de 8 tranches de quotient familial pour les élèves du territoire de Normandie, Cabourg, Pays d'Auge. Sachez qu'un tarif différentiel est appliqué aux élèves domiciliés en dehors du territoire de Normandie, Cabourg, Pays d'Auge, mais toujours sur la base du quotient familial. Donc, les réductions tarifaires proposées, donc une réduction de 10% pour le deuxième enfant inscrit et une réduction de 20% pour le troisième enfant inscrit du même famille, qui est appliquée pour la tranche la plus élevée du quotient familial, c'est-à-dire que nous avons 8 tranches familiales.
Un abattement est appliqué aussi pour le cas de 2 élèves inscrits sur un même créneau, pratiquant l'ensemble de l'activité, ou une semaine sur 2 en alternance. 50% de réduction est appliquée aussi pour les élèves, les enfants ou les adultes ayant un cours tous les 15 jours ou inscrits dans un cours à 2 élèves. Et les adultes aussi concernés sont en alternance tous les 15 jours afin de bénéficier de plus de temps pour le travail instrumental, personnel ou pour contraintes professionnelles. Donc cette disposition permet de réduire le coût de l'activité pour certaines familles, donc ce qui n'est pas négligeable. Et le troisième point, gratuité des cours collectifs pour les élèves inscrits en cours individuels d'instruments, sachant que les cours collectifs sont gratuits à condition que l'élève prenne des cours d'instruments individuels. Ce qui nous permet de maintenir les effectifs des orchestres et des ateliers, ce qui répond tout à fait au projet d'établissement de mettre la pratique collective au centre de l'apprentissage. Merci Kelly pour cette proposition qui, comme vous l'avez dit à juste titre, vise surtout à ce que pour les familles les plus modestes, le coût ne soit pas un obstacle à l'inscription d'un enfant. Pas de questions, pas de remarques, des votes contre, des abstentions, unanimité. Je vous remercie. Nous passons au point suivant et à l'autorisation au président d'initier la démarche de contractualisation relative à ce qu'on appelle donc la CTG avec la caisse des allocations familiales. Donc on a déjà signé une première CTG il y a 4 ans, je crois. Ça doit en 2021, oui. Et donc on arrive déjà à la seconde opération et je laisse Kelly détailler un petit peu ce qu'il en est, comment les choses vont se passer. Donc, comme vous l'avez souligné, Président, effectivement, nous avons signé une convention en 2021, et donc pour une durée de 4 ans. Sachez que cette convention vise le maintien et le développement des services aux familles avec la caisse d'allocation du Calvados et les communes de Cabourg et de Dives-sur-Mer. Je voulais souligner la très bonne collaboration que nous avons tous ensemble sur cette CTG qui harmonise le territoire. Il y a encore des grands progrès à faire, ce qui est tout à fait normal, parce qu'on est dans des phases de démarrage. Des phases de renouvellement, excusez-moi. Et donc, cette présente délibération qui autoriserait le président à initier la démarche de renouvellement de contractualisation de la CTG pour 2025-2029 avec la caisse d'allocation familiale du Calvados. Et très bonne nouvelle, puisque plusieurs communes nous rejoignent dans cette convention de territoire, notamment la commune d'Amfreville, de Bavans, de Cabourg non, il y était déjà, Dives aussi, et d'Ozulé nous rejoint aussi sur ce projet de convention territoriale globale. Cette délibération doit être annexée au projet de convention présenté par la CAF à son conseil d'administration du 4 novembre 2024 pour approbation en vue d'une signature de la convention sur l'ensemble des parties. C'est un petit peu compliqué tout ça, mais finalement, le but, c'est de renouveler ces ensembles des parties en décembre 2024. Et celle-ci prendra effet en janvier 2025. Juste un petit rappel des champs d'intervention partagés entre 2021 et 2024. La petite enfance, l'enfance jeunesse, la parentalité, l'animation de la vie sociale. Bien entendu, après cette première convention qui a été signée pour une durée de 4 ans et après un bilan très positif, le renouvellement de cette convention permettra de poursuivre les actions engagées et surtout d'en soumettre d'autres afin de continuer à aider les familles, notamment à concilier la vie familiale, la vie professionnelle et la vie sociale, et faciliter surtout la relation parentale, puisque la parentalité est un des axes forts de développement pour le futur. Favoriser le développement de l'enfant et bien accompagner la jeunesse sur l'ensemble de notre territoire. Voilà un petit peu donc en quoi consiste cette démarche de contractualisation. Merci beaucoup Kelly. Effectivement, je ne peux que souligner le travail qui a été fait et surtout
le fait que ça nous a permis de travailler en commun avec d'autres services jeunesse qui n'étaient pas intégrés à ceux de la communauté de communes, et donc d'harmoniser les démarches, d'avoir des avancées communes. Voilà, donc effectivement, le contrat arrive à son terme et il est temps d'en relancer un second, et donc je vous demande l'autorisation, et donc on le refera dans les mêmes conditions avec les mêmes partenaires, d'initier la démarche. Pierre, tu as la parole. Juste pour dire que c'est lié un peu au contrat en cours, que nous allons inaugurer la crèche, la micro-crèche de Dives-sur-Mer le 11 octobre prochain. Donc voilà, c'est la première qui va être inaugurée sur le territoire. Et c'est un bel établissement. Vous êtes bien sûr tous conviés à l'inauguration qui aura lieu le 11. Crèche publique, effectivement, tu peux le préciser, Xavier, c'est exact. Absolument. Alors je complète, parce que j'en parlais juste avec Radia juste avant le conseil communautaire. C'est vrai que vous avez dû recevoir en mairie, enfin on a reçu les textes concernant la politique petite enfance qui normalement est confiée à partir du 1er janvier 2025 aux communes. Et donc il va y avoir lieu qu'il y ait un travail à la communauté de communes pour déterminer quelle est la part qui est prise. Est-ce que c'est une modification de statut? Enfin voilà, il va falloir qu'avant la fin de l'année, on sache exactement qui fait quoi. Oui, voilà. Nous travaillons sur la réflexion. Oui. Voilà, c'est ça. Non. Ah bon, il y a les tranches de population pour la... Oui. D'accord. C'est les grosses communes d'abord et... Non. Xavier Madeleine. Rapidement, donc le transfert de compétences donc à partir du 1er janvier 2025. Donc le législateur a décidé qu'il y avait 4 compétences donc qui devenaient obligatoires, mais les 4 ne sont pas systématiques pour toutes les communes. Elles varient en fonction du nombre d'habitants. Alors j'ai plus trop mémoire en termes d'information et d'accompagnement des familles. Donc c'est les 2 compétences les plus simples, même qui sont déjà partiellement réalisées. Donc c'est pour les communes de moins de 3500 habitants. Au-delà de 3500 habitants, il y a une compétence supplémentaire. Et pour les communes de plus de 10 000 habitants, donc il y a une 4e compétence obligatoire qui correspond à la création de relais petite enfance. Alors c'est vrai que dans le Calvados, nous sommes très largement dotés. Il y a très peu de territoires. Il y a 1 ou 2 territoires, je crois que c'est dans le Virois, où il faudra créer des RPE. Mais sinon, donc on n'est pas impacté de manière outre mesure par rapport mais par rapport à d'autres territoires, d'autres départements. Effectivement, le sujet va se poser en termes notamment de financement, puisqu'on ne connaît pas, et là c'est le président de l'AMF qui l'a demandé, quelle était la compensation financière qui allait être transférée aux collectivités, puisqu'on leur demande de prendre des compétences supplémentaires. Alors j'arrêterai là ma réflexion, parce qu'il y a bien d'autres sujets sur lesquels on attend l'arbitrage de l'État, et là aujourd'hui, on se demande s'il y a encore un pilote dans l'avion. Merci beaucoup Xavier. Donc l'autorisation pour initier cette démarche, pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. Je vous remercie. Quelques 2 délibérations concernant les déchets. La première pour permettre, donc il y a eu, alors comme vous le savez, et fort heureusement, depuis 2020, nous assistons à une décrue des tonnages de toutes les collectivités. On regardait là pendant la saison, entre 2023 et 2024, alors il n'a pas fait très beau, mais on est à moins 7%, je crois, sur notre communauté de communes. Mais c'est assez partagé, ce qui fait que l'unité de valorisation énergétique de Colombelles a ce qu'on appelle du vide de four. Quand on a du vide de four, on a 2 solutions. Une solution qui est facile, mais qui n'est pas très rentable pour le syndicat, qui est de confier le vide de four à notre délégataire en lui disant vous nous versez un petit quelque chose et vous trouvez les clients. La meilleure solution, c'est nous d'avoir d'autres collectivités. Et c'était un peu l'objectif du CIVEDAC, c'était de dire au fur et à mesure qu'on dégage du vide de four, ça permet d'élargir le cercle de ceux qui viennent et qui aujourd'hui vont essentiellement à l'enfouissement. Or, il faudrait quand même rappeler que la TGAP pour l'enfouissement va passer cette année, c'est la dernière année, elle passe à 67 € que de taxes. Et alors que nous, on doit être à, je ne sais plus, on est en dessous on est à 100 €, taxes comprises. Voilà, donc on a 2 territoires qui ont demandé à nous rejoindre, Vallès-Dunes et Pays de Falaise.
Nous pouvons bien entendu, dès le 1er janvier 2025, les accueillir. On a le vide de four qui est nécessaire. Et comme chaque fois qu'un syndicat élargit son périmètre, on doit faire le tour de toutes les communes pour s'assurer que de tous les adhérents, à savoir pour le coup des communautés de communes, pour s'assurer de leur accord avant d'accueillir le nouveau membre. Donc c'est dans cette circonstance que je vous demande d'approuver l'adhésion au CIVEDAC de la communauté de communes Vallès Dunes et Pays de Falaise. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Serge. Je voulais savoir si déjà on avait une idée de l'effet compostage au niveau de l'interco. Si ça avait influé sur les chiffres, justement, les tonnages. Alors, ce qui est certain, c'est que vous m'avez donné quel chiffre? Moins 7%, c'est ça, sur l'été. Et on ne les retrouve pas en plus dans les déchets jaunes. Donc on peut imaginer que effectivement, alors soit voilà, qu'il y a une partie qui est partie au compost. Voilà. On n'a pas encore, c'est pas très fin encore comme analyse, hein, je le concède. Mais comme c'est généralisé sur tout le territoire du CIVEDAC, je pense qu'il y a effectivement un effet qui est enclenché. On livre des composteurs à flux tendu. Voilà, on les reçoit, ils repartent, Donc, il y a de plus en plus de foyers qui sont équipés. Très bien. Pas d'objection pour accueillir ces deux nouvelles communautés de communes? Très bien. D'ailleurs, cette année, le tarif du CIVEDAC va augmenter juste de 1 euro qui correspond aux 1 euro de taxe en plus. C'est-à-dire qu'il y a 1 euro de TGAP en plus. On a répercuté la TGAP point à la ligne. Okay. Le point suivant concerne les gros producteurs de déchets, c'est-à-dire ceux qui produisent plus de 900 litres par semaine pendant un certain nombre de semaines, je crois que c'est 3 ou 4 semaines d'affilée. Ceux-là, on les contacte, déjà on les repère, c'est-à-dire que nos agents sont chargés de vérifier, de faire un suivi. Et à partir du moment où on produit pendant 2 ou 3 semaines d'affilée plus de 900 litres, on doit soit faire appel à un prestataire privé, c'est-à-dire de dire on arrête, voilà, on traite en direct, ce qu'on est tout à fait en droit de faire, soit se raccrocher au service rendu aux particuliers, mais auquel cas, dans le cadre de la redevance spéciale, avec des bacs qui sont pucés, et avec une levée du bac qui correspond à un tonnage, c'est-à-dire qu'il y a une question, un rapport qui est fait entre le volume et le poids, et donc une facturation qui correspond de manière assez fine au coût réel qu'engendre le professionnel. À partir du moment où on est rentré dans un de ces deux cas de figure, c'est-à-dire soit qu'on fait appel à un prestataire privé, soit qu'on fait appel à la communauté de communes pour la redevance spéciale, comme on paye soit on n'utilise pas le service, soit on le paye à son juste prix, il est demandé, il est proposé d'exonérer les dites entreprises de la taxe d'ordures ménagères de manière à ce qu'elles ne payent pas à la fois la réalité plus quelque chose qui est forfaitaire. Donc vous voyez, c'est relativement simple. Pas d'objection, pas de remarque, pas d'opposition, unanimité. Je vous remercie. Le point suivant, je vais essayer d'être rapide parce que vous avez... Alors je ne vais pas les citer tous parce que c'est très long, mais vous avez eu la liste de toutes les évolutions qui sont intervenues. Ce qu'on a marqué, parce qu'à un moment donné, c'est quand même utile de dire, c'est qu'il y a 2 pages, 3 pages. Alors, pour un certain nombre, bien entendu, c'est plutôt des évolutions de fin d'année, puisqu'on arrive au mois de septembre. Mais le coût de ces modifications de poste pour les 3 mois qui viennent, c'est 2 950 € au total, pour l'ensemble. Donc, voilà, ça reste quand même excessivement limité, et ça correspond soit à des agents qui ont obtenu des concours, soit à des agents qui, au titre du temps qu'ils ont passé dans un grade, peuvent passer au grade supérieur, ou des changements effectivement de catégorie. Voilà. Donc, je vous propose d'approuver ces évolutions et ce nouveau tableau des effectifs. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ce point? Eh bien, adopté à l'unanimité, je vous en remercie.
Et je vais passer la parole à Pierre dans le cadre des questions diverses, qui avait donc souhaité qu'on puisse aborder un sujet dont vous avez peut-être entendu parler sur la ligne Paris-Normandie. Je voulais juste, même si ça ne nous concerne pas directement, encore que les retombées seront forcément aussi sur notre territoire, mais vous en avez peut-être entendu parler. La liaison rapide Normandie-LNPN, la liaison nouvelle Paris-Normandie, qui est un projet qui date de très longtemps, de 2009, qui va permettre d'améliorer de manière vraiment importante la ligne entre Caen, Cherbourg et Paris. C'est une ligne véritablement qui est la colonne vertébrale de notre région. Eh bien, cette ligne, elle est indispensable. Ça avait l'air d'avancer ces derniers temps après avoir eu des évolutions compliquées entre l'État, la région parisienne et la région Normandie. Il se trouve que la région parisienne vient de faire voter, sur la demande de Valérie Pécresse, une motion contre la liaison, la LNPN. C'est vraiment, de mon point de vue, c'est un coup de poignard dans la solidarité entre les territoires, parce que cette ligne, elle est indispensable. Elle est indispensable parce que aujourd'hui, cette ligne, au lieu d'avancer et d'être plus rapide, d'être plus confortable, eh bien, il faut savoir qu'on met plus de temps aujourd'hui pour aller à Paris qu'il y a des années et des années. Il faut savoir que pour aller à Rennes, c'est beaucoup plus rapide que pour arriver à Surcamp. Que cette ligne-là, non seulement il y a la question de la rapidité, mais il y a la question aussi du confort et de la. On voit bien quand on est sur Mantes, les voies sont très très compliquées. Et si on n'améliore pas ça, cette ligne va péricliter. Et c'est vraiment le développement économique de notre région qui est en cause. C'est aussi du point de vue environnemental, parce que je sais bien qu'il y a des controverses à ce sujet, mais sur le plan environnemental, chacun peut comprendre que si on améliore une ligne comme celle-là, c'est 15 millions de voyageurs entre Paris et notre région. C'est tous les jours, plus de plusieurs centaines de milliers de Normands qui vont aider au dynamisme de la région parisienne. Donc, on comprend bien que si cette ligne se dégrade, eh bien, le ferroviaire ne devient plus une alternative à la voiture, et que c'est au contraire des voitures qui vont aller sur les routes et qui sont déjà complètement saturées. Donc, d'un point de vue, y compris environnemental, c'est tout à fait important que cette ligne se réalise. Et là, on se trouve devant cette situation. Moi, je pense qu'il serait bon qu'on fasse, sous une forme ou sous une autre, eh bien, qu'on marque notre désapprobation par rapport à cette position de la région Île-de-France. Merci beaucoup, Pierre. Je vais ouvrir le débat après. Juste pour dire qu'on était l'autre jour en réunion de Caen Métropole et qu'il y a eu à peu près, il y a une motion dans le même, du même ordre pour souligner, alors, très, très schématiquement, le problème d'aujourd'hui, on sait bien qu'on n'aura pas de TGV, d'ailleurs on ne le souhaite peut-être pas. L'idée, c'est la région a quand même considérablement amélioré la qualité des trains, puisqu'on a vraiment des rames qui sont maintenant très très bien. L'idée, c'est peut-être de pouvoir arriver en 1h45, ce qui serait quand même pas exceptionnel. Et le verrou aujourd'hui, c'est que je crois que les trains de banlieue sont prioritaires sur les trains grandes lignes. Et donc, il y a les 30 premiers kilomètres en partant de Paris, où là, il faut organiser le système de manière à ce qu'on soit un peu dégagé de tout ça et qu'on puisse avoir une ligne directe, parce que c'est là, en réalité, qu'on perd du temps, qu'on n'avance pas. C'est vrai que ce projet-là était depuis longtemps ce qu'on appelle le saut de mouton. Et là, il vient d'être remis en cause. Et donc, je pense effectivement que c'est problématique. Je ne suis pas sûr que la région ait voté contre, mais je crois qu'elle a fixé de telles conditions, à savoir qu'il fallait que ce soit entièrement souterrain, des choses qui font que ça devient inaccessible, quoi. Voilà. Donc je ne sais pas ce que la région en dit, puisqu'elle est en charge des transports, et donc elle doit avoir une approche sur ces questions-là. Mais je sais que la semaine dernière à Lisieux, on avait une réunion de Caen Métropole et qu'on a adopté une motion pour faire connaître notre mécontentement face à cette démarche de la région parisienne. Sophie. Ouais.
Bon, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le dialogue et pas les polémiques. Je fais rarement de politique dans cette enceinte-là. Et j'aimerais bien que l'état d'esprit qui nous anime reste comme ça. Mais à partir du moment où il y a une question qui engage la collectivité régionale, présentée de cette façon par Pierre Mouraret, alors tu m'excuses Pierre avec tout le respect que j'ai pour toi, mais je vais être quand même obligée de répondre, parce que tu as été vice-président de la région Normandie en charge des transports, et que les éléments d'information que tu viens de transmettre sont complètement faux. Alors oui, la région Île-de-France vient de voter contre le projet de LNPN. Et oui, nous nous y sommes tous de façon différente, alors par des communiqués de presse, en menant des actions avec les chefs d'entreprise. On a réagi face aux déclarations de Valérie Pécresse et de sa majorité régionale. Et le président s'est pas gêné depuis longtemps pour dire ce qu'il en pensait. Et oui, on va continuer à se battre avec les chefs d'entreprise pour que la partie du saut de mouton sur laquelle nous souhaitons des engagements et pour lequel nous avons investi avec cette majorité régionale largement sur le train puisse porter ses fruits. Parce qu'il n'y a jamais eu autant d'investissements sur le train que depuis qu'on est rentré en responsabilité, puisque l'incurie ou des prestataires de services ou les déficits d'investissement préalables des majorités précédentes nous ont conduit à mettre 1 milliard d'euros sur le train en région Normandie, à refaire les lignes à hauteur de 700 millions d'euros, à créer des centres de maintenance qui n'existaient pas ni à Caen, ni à Rouen, ni au Havre, pour que nos trains soient réparés prioritairement par rapport à ceux d'Île-de-France, à créer une offre de prestations de plus de 20% sur les horaires de train. Alors oui, tout n'est pas parfait, mais alors que les trains étaient à 61% en retard, aujourd'hui ils sont à 87% à l'heure, qu'on a des trains neufs, etc., etc., etc. Donc pardon de recevoir des leçons, Pierre, de ta part, sur la situation du train en région Normandie, mais celles et ceux qui ont porté les investissements, c'est nous, qui avaient quasiment aucun euro d'inscrit, uniquement sur quelques études sur la LNPN quand nous sommes arrivés, que nous avons remis ce dossier en haut de la pile pour le porter au rang des priorités, et que la fin de l'histoire n'est pas terminée, que nous allons négocier avec l'État des engagements sur le saut de mouton. Alors excuse-moi, mais je crois que c'est pas ici qu'il faut nous donner des leçons. Par contre, oui, le collectif normand doit exister, il existe déjà. Il y a plusieurs collectivités territoriales qui se sont engagées avec un courrier commun qu'a signé Hervé Morin et qui est déjà parti dans les tuyaux, et qu'on est là aux manettes pour l'organiser. Voilà. Donc effectivement, moi, ce que j'ai exprimé lundi matin dans la presse et sur France Bleu, c'est que j'aurais bien aimé que la solidarité territoriale continue après les Jeux Olympiques, où on a tous vu que des investissements partagés permettaient de garder une compétitivité collective et un service public partagé sur les territoires. Et on n'a pas dit notre dernier mot, mais je trouve ça quand même fort de café que ce soit toi qui nous donne des leçons ici, dans cet hémicycle. Écoute, je suis vraiment étonné par ta réaction. Hein. Franchement, il est vraiment tombe. Je n'ai absolument pas parlé et mis en cause qui que ce soit. Non, je n'ai absolument pas mis en cause la région dans cette affaire-là. J'ai au contraire pris position pour mettre en cause la position de la région Île-de-France qui met un obstacle supplémentaire à la réalisation de la LNPN. Le reste, écoute, franchement, je trouve que c'est de la polémique. Tu dis que tu veux pas faire de politique et tu en fais. Excuse-moi, alors que moi, je n'en avais pas fait. Moi, oui. Oui, mais moi je l'ai été, tu sais. La LNPN, à l'époque, c'est la région qui l'avait mis en place. Si. On avait même créé un comité interrégional avec toutes les régions pour défendre le projet déjà à l'époque. Bon, enfin bref, ça c'est de la polémique politicienne, mais c'est pas moi qui en ai fait, c'est toi. C'est en questions diverses. Moi, je suis un petit peu loin de votre sujet, mais bon. Moi, c'est par rapport au prix de la piscine par rapport à notre école. Donc, j'avais pas les pièces. Je t'en ai parlé un petit peu. Donc, l'année dernière, pour 10 séances,
on a payé 265 €. Et cette année, pour 10 séances, on a un devis de 800 €. Plus, comme on ne trouve pas de transport, 1600 € de transport. Pour une petite commune comme nous, ça fait quand même assez cher. Je réponds à ça, c'est qu'effectivement, si on prend, puisque toi tu as des classes partagées, si tu prends section par section, c'est-à-dire que tu fais venir 10 élèves à chaque fois, et c'est comme ça que ça a été vu, je pense. Hein, voilà. En réalité, toi, ce qu'il faut que tu prennes, c'est l'ensemble, c'est à 30, et puis tu fais un seul voyage avec les 30. On fait un seul. L'année dernière, on avait 24 élèves, là on en a 22. Bon, c'est pas ça qui change grand-chose. Ou alors, je ne sais pas s'il y a d'autres communes voisines où on pourrait, un bus, je pense, c'est 50 enfants. Si avec d'autres communes proches, on pourrait faire un. Là, ça commence à faire cher quand même. Hein. Ça, c'est le premier sujet. Et puis le deuxième sujet, enfin, si à moins que tu aies encore une remarque à m'apporter là-dessus, non ? Non, mais je t'ai dit qu'on regarderait. Nous, on avait fait le tour des coûts et grosso modo, c'était 30% par rapport au prix de Cabourg, qui était très. Et là, si tu veux, j'ai les 2 mandats. Et puis, comme vous le savez, ça faisait 6 mois qu'on n'avait pas de secrétaire, plus de secrétaire dans notre commune. Et je tenais à remercier les différents services de NCPA qui nous ont bien accompagnés et bien aidés. Voilà. C'est gentil de le dire. Voilà. Alors ensuite, oui, Xavier. Je te remercie, Lionel, d'avoir fait part du prix exorbitant de l'entrée de la piscine de la piscine olympique de NCPA. Je m'en suis exprimé lors du bureau communautaire cette semaine. Effectivement, le prix d'entrée par rapport à ce que nous payions à l'époque à la piscine de Cabourg, voire la piscine de Colombelles, c'est plus 35% d'augmentation. Donc voilà, il faut savoir le dire. Tout n'est pas rose, et tant et si bien que certaines collectivités ne pourront pas répondre à l'ouverture de tous les créneaux qui nous sont offerts, puisque nous avons des budgets contraints et nous ne connaissons pas encore l'avenir. Mais je t'accorde 35% parce que ça, c'est le prix, effectivement, je le sais. Et à ce prix-là, nous sommes à peu près conformes à ce qui se fait par ailleurs dans d'autres équipements. Je dois dire aussi que la qualité de l'équipement qu'on propose est quand même, avec tout le respect que je dois à la magnifique piscine de Cabourg, que l'équipement n'est pas tout à fait le même et que je savoure, mon cher Xavier, de t'entendre dire que tout n'est pas rose. Je propose une réunion à 22h pour réouvrir le petit bassin de Cabourg avec quelques collègues. Oui, moi j'ai une question diverse, mais c'est pas du tout en rapport ni avec la piscine ni avec les trains. Donc c'est au sujet à côté du rond-point de la déchetterie, il y a un petit parking qui sert d'aire de covoiturage. Alors voilà. C'était à peu près propre il y a quelques mois. Et là, maintenant, c'est une annexe de la déchetterie. Alors, est-ce que vous pourriez faire quelque chose ? Enfin, le service déchets pourrait peut-être faire quelque chose, parce que franchement, c'est incroyable. Quand il faut y aller avec un tractopelle, parce qu'il y a des gravats qui ont été déposés. Il y a de tout. Mais il y a de tout. Mais quand on laisse sa voiture, on ne sait pas si on va la retrouver. C'est ça le problème. C'est qu'on a l'impression qu'elle va être envahie de gravats aussi. On fera le nécessaire, Colette. Merci. Il faut le noter. Alors, je dois dire, deux réflexions à ce sujet-là. A priori, je pense que les usagers n'ont véritablement, enfin, on a une déchetterie qui est ouverte le dimanche matin, ils n'ont aucun intérêt à aller ailleurs. Donc, pour une part, ce sont des entreprises qui cherchent à éviter, qui le facturent d'ailleurs à leurs clients. Maintenant, je dois vous dire que j'attends d'avoir la lettre, mais il se trouve que, je ne sais pas si je vous l'ai raconté, à Merville-Franceville, on a trouvé dans le chemin du club nautique, on a trouvé un dépôt sauvage de branchage, de taille, enfin un truc, mais 8 mètres cubes, hein, un truc, bon. Il se trouve qu'on a une caméra qui est juste là, donc on a la vidéosurveillance, et donc on a repéré effectivement le camion qui est arrivé à 12h
avec le nom de l'entreprise et même le numéro de téléphone, qui est rentré à 12h02 plein et qui ressort à 12h07 vide. Voilà. Bon. Bien entendu, j'ai été porté plainte à la gendarmerie. Les derniers échos que j'ai, c'est que le procureur demanderait à ce que ça soit classé sans suite. Oui. Je peux vous dire que j'attends ça avec une certaine impatience parce qu'il y a un moment donné, enfin, j'allais dire, si quand on amène tous les éléments, et là on amène vraiment les choses, ça ne suit pas et qu'on n'est pas capable de condamner ceux qui, comme ça, viennent jeter n'importe où, simplement parce qu'ils ne voulaient pas aller payer à la déchetterie, point à la ligne, il y a un moment donné où ça, enfin, j'allais dire, les maires vont aussi en avoir assez. Monsieur Vibaud. Relevé plusieurs fois le problème. Auparavant, c'était les services de la déchetterie qui venaient ramasser à peu près tous les 3 semaines ce qui traînait sur le parking. Et depuis plusieurs années, ça n'est plus fait. Et ben, plus il y a de détritus, plus ça incite à en mettre. C'est vrai. Ça ne donne pas une très bonne image pour l'arrivée sur la communauté de communes. Non, ça c'est vrai. C'est vrai. On va faire le nécessaire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, juste pour revenir sur le problème de la région Île-de-France et de la ligne, je reprendrai le courrier qui était préparé par Caen Métropole, qu'on a partagé, et je l'adresserai pour me joindre aux remarques. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Moi, je vous signale qu'il y a une conférence des maires donc, qui est prévue, mais je pense que vous avez les dates des différentes instances. Donc, une conférence des maires qui est prévue le 9 octobre. Une réunion DGS secrétaire des mairies qui est prévue le 10 octobre. Et le prochain conseil communautaire, donc on fait relâche en octobre, il aura lieu le jeudi 14 novembre, si vous voulez bien l'inscrire sur vos tablettes. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée.